Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action, ou du moins les marchés en vacances, ou bien en élévation, fonction des indices. J'espère que vous avez un peu plus de soleil qu'à Paris et que certains d'entre vous profitent de la période estivale et du calme apparent sur les indices boursiers. Et actuellement, on a un peu plus de soleil sur le CAC 40 que sur les autres places. Voyons cela tout de suite. Avertissement, les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Les rendez-vous tous les jours sur Zone Bourse, vous avez le morning meeting. En ce moment, il est rédigé par Jordan Duffy et vous n'avez pas de version audio. Anthony est de retour sous peu. Tous les jours, vous avez Planète Bourse, la revue de presse de Roxane Nojac. Et puis, comme tous les mardis, on se retrouve pour les marchés en action. Au sommaire de cette émission, un focus marché sur les derniers grands décalages, un top flop macroéconomique pour comprendre un petit peu plus ce qui se passe sur la planète finance, et puis ensuite des analyses graphiques des indices et principaux actifs, et ensuite de vos actions préférées. Alors, sur les marchés, nouveau record historique du Dow Jones et du S&P 500 lors des dernières séances. Néanmoins, on peut dire qu'ils consolident à plat dans des ranges. Le Nasdaq est un petit peu plus affecté par le discours de membres de la Fed sur un tapering, un ralentissement des achats d'actifs par la Banque centrale américaine qui pourrait intervenir d'ici la fin de l'année. On parle du mois d'octobre. Et les membres de la Fed seront très regardants sur les chiffres de l'emploi. Et d'ailleurs, ce vendredi à 14h30, comme tous les premiers vendredis du mois, nous aurons les NFP, les Non-Farm Payroll, les fameux chiffres de l'emploi avec plus de 850 000 créations d'emplois attendues de mémoire. Le DAX fait du surplace, le CAC lui profite de sa surpondération en valeur du luxe ainsi qu'avec toutes ses valeurs cycliques qui repartent et qui sont moins affectées par les discussions sur les taux que les valeurs de croissance et notamment les valeurs technologiques. Le 10 ans américain passe sous les 1,2, les taux sont extrêmement bas, l'environnement reste donc globalement porteur. On a des chiffres économiques qui sont très bons, on a des résultats d'entreprises qui sont exceptionnels. Nous sommes en plein dans cette période de reprise post-Covid, ces fameux 2-3 trimestres exceptionnels attendus en termes de macroéconomie de résultats d'entreprises. On a une reprise économique aux États-Unis notamment qui est extrêmement forte. Et les analystes, les membres de la Fed, le marché en général en fait, anticipent que cette période de reprise continue et qu'on ait des bons chiffres macroéconomiques et des résultats d'entreprises qui soient supérieurs à la moyenne dans les trimestres à venir, raison pour laquelle les indices boursiers continuent de grimper progressivement. Autour des bancaires de se reprendre, notamment Société Générale qui profite d'un relèvement de ses prévisions 2021. On a d'autres titres comme Stellantis qui rebondissent grâce à des relèvements de recommandations et on a pas mal de relèvements de recommandations ces derniers temps, notamment sur les valeurs du SRD et du CAC 40, ce qui permet aux titres de redémarrer ou bien d'accélérer puisque nombreux d'entre eux sont dans des tendances haussières de court, de moyen et de long terme. La Chine a encore envoyé un missile après le secteur éducatif, le secteur technologique, c'est autour du secteur du jeu vidéo de trinquer. Voilà, le gouvernement chinois qui a parlé d'opium pour les jeunes en parlant des jeux vidéo. Donc ici, la Chine tape du poing et elle fait fortement chuter les valeurs qui sont cotées en Chine et ou qui sont cotées sur le Nasdaq notamment. Donc attention à la Chine et à se dire que le pire est derrière nous,
nous verrons. Pour l'instant, il faut peut-être prudence garder. Le pétrole WTI, lui, recule sous ses plus hauts annuels, qui correspondent à ses plus hauts de 2018. Il y a certains chiffres qui montrent que la macroéconomie chinoise, qui était excellente ces derniers trimestres, eh bien, se normalisait, ralentissait un petit peu. On a eu des PMI inférieurs aux attentes, ce qui explique que le pétrole a perdu près de 4% en séance hier. L'or et l'argent ont rien de nouveau, ils latéralisent autour de leur MM200 respectives, les moyennes mobiles de long terme, et cela fait maintenant 4 à 6 mois qu'on est relativement neutre sur les métaux précieux. Alors que certains métaux industriels, métaux rares, eux, continuent de s'envoler avec cette reprise économique fulgurante. Enfin, le Bitcoin consolide sous son haut de range. Souvenez-vous, il est dans un canal horizontal entre 29 000 $ et 41-42 000 $. Lorsqu'on a tapé la borne basse et qu'on a eu une réaction positive, eh bien les acheteurs se sont présentés, on a eu des figures de retournement et puis j'étais plutôt aussi à ce moment-là. Lorsqu'on a atteint le haut du range, j'ai invité à prendre des bénéfices puisque hors news, certes la tendance est haussière à très long terme, mais à court terme, on se relevait quand même d'une période de vache maigre ces 3 derniers mois, donc il ne faut pas aller trop haut, trop vite, en besogne. Pour l'instant, on est dans un range, on achète en bas, on vend en haut. Si on casse par le haut par la suite, il sera l'heure de repasser à l'achat, ou bien si on revient à proximité de la borne basse, ou du milieu du range vers 35 000 $, pourquoi pas. On va passer au top flop. Ici à gauche, vous avez la performance des actions technologiques américaines qui cartonnent depuis le début de l'année, et puis vous avez les valeurs technologiques chinoises qui se font cartonner. Du coup, ici, graphique de droite, vous voyez une comparaison en bleu foncé avec le FengMG, donc 5 des plus grosses valeurs technologiques américaines. On est sur des records. Et en dessous, vous avez le BAT avec Baidu, Alibaba, Tencent qui sont les 3 plus grosses, en bleu clair, qui pâtissent justement des attaques répétées du gouvernement chinois ces dernières semaines. Du coup, un écart historique pratiquement se creuse entre les deux. La semaine dernière, Goldman Sachs écrivait que c'était une opportunité d'achat. Il est vrai que sur certains titres, on semble se stabiliser. Simplement, d'autres se font attaquer à leur tour. Tencent s'est de nouveau fait taper sur les doigts. Et Prosus, donc, qui cote en Hollande et qui permet de se placer indirectement sur Tencent et la technologie chinoise, eh bien, continue de souffrir avec une baisse de 6% ce matin. Ici à gauche, vous avez le graphique de la croissance trimestrielle américaine, avec donc cet effet reprise post-Covid et puis cette croissance forte qui continue post-Covid. On a injecté énormément dans les marchés, on a aussi énormément injecté dans l'économie. Il y a eu beaucoup de plans de relance aux États-Unis, en Europe, en Asie. Les liquidités déversées sont gargantuesques, historiques. Et donc on a une activité économique qui est toujours très soutenue. D'ailleurs, le niveau du PIB américain a dépassé son niveau d'avant Covid. Et on est dans la fameuse reprise en V. Et on n'est plus très loin de ce qu'aurait dû être le niveau du PIB américain s'il n'y avait pas eu la crise du Covid. Et si aujourd'hui les indices boursiers ont dépassé leur niveau du Covid et continuent de monter aussi fortement, c'est parce qu'on estime, certains analystes de la Fed et certains stratégistes marchés estiment qu'avec les liquidités qu'on a déversées dans l'économie et la vitesse à laquelle elle repart, eh bien, le niveau du PIB pourrait dépasser ce qu'il aurait dû être s'il n'y avait pas eu le Covid. Ici à gauche, vous avez un graphique des dépenses en recherche et développement des grandes sociétés technologiques américaines qui investissent énormément. Ici à droite, vous avez un graphique avec les revenus d'Amazon qui montent progressivement et le résultat net
Euh, alors attendez, c'est résultat net bénéfice, oui c'est ça, en bleu. Et ici c'est les revenus, donc c'est le chiffre d'affaires. Le concept d'Amazon, c'est que Amazon ne distribue pas de dividendes, Amazon gagne de l'argent et réinjecte tout en recherche et développement. Et c'est ce que sont en train de faire en fait tous les géants américains. Parce qu'on est dans une ère technologique et numérique. On parle passeport numérique, permis numérique, carte d'identité numérique, monnaie numérique. Il y a un business du numérique qui est florissant, qui existe depuis des années et qui devrait continuer encore pendant peut-être une ou deux décennies, qui sait. Du coup, c'est ce qu'on appelle un méga trend. Et concernant les méga trends, je vous ai publié une vidéo de Xavier Delmas sur mon compte Twitter, sur LinkedIn également. Sinon, vous tapez tout simplement méga trend zone bourse et vous aurez une ou deux vidéos sur le sujet. Et donc, on voit bien que les géants américains sont en train de mettre la main sur ce business de long terme. Ensuite, parce que on a eu une forte hausse des matières premières ces derniers temps, parce qu'il y a des tensions dans les approvisionnements à travers la planète, que le coût pour déplacer des bateaux et des conteneurs est de plus en plus élevé ces dernières semaines, ces derniers mois à cause de la reprise, eh bien on a une inflation qui augmente très fortement. Ici à gauche, c'est le graphique concernant l'Allemagne. Donc vous voyez qu'on est sur une hausse de l'inflation sur des plus hauts de 25 ans. Donc voilà, les banquiers centraux espèrent que cette inflation va durer quelques trimestres, dirons-nous. Ils espèrent que cette inflation ne va pas trop dépasser leurs objectifs de 2,5% en Europe. Et puis aux États-Unis, je pense qu'ils peuvent se donner un petit peu plus de marge. Mais en tous les cas, ce sera à surveiller dans les mois, dans les trimestres qui viennent. Si cette inflation se normalise, ça ira. Sinon, ça va mettre une sacrée pression sur les banques centrales qui vont être obligées d'accélérer le ralentissement des rachats d'actifs et puis par la suite de penser à d'éventuelles hausses de taux. Et à droite, vous avez un graphique qui vous montre le Bloomberg Commodity Index. Donc c'est un indice reprenant un large panier des matières premières à travers le monde. Et vous voyez que tout comme en 2008 et tout comme en 2010, nous sommes sur pratiquement des records historiques, ce qui explique justement cette fameuse inflation. À gauche, vous avez un graphique avec les courbes des indices à partir de points bas post-crise, que ce soit dans les années 60, 80, que ce soit le crack de l'an 2000, de 2008. Donc ce que vous pouvez constater, c'est que ici la courbe en bleu, c'est la courbe actuelle. On est pratiquement à 100% de hausse en fait du S&P 500 depuis le point bas du Covid. Et si on atteint les 100%, eh bien ce serait un record historique de rapidité pour atteindre les 100% de performance après une crise majeure. C'est une crise spéciale puisque c'est une crise ici à cause d'une pandémie. Du coup, ça a permis au gouvernement et aux banques centrales d'injecter un maximum et que tout soit permis en fait pour permettre à l'économie planétaire de survivre et de redémarrer fort. Du coup, je pense qu'on y a peut-être été un peu fort, un peu vite, dans des proportions jamais vues, et le résultat est là. Des indices qui montent tout droit, avec pratiquement aucune consolidation, et un record historique pratiquement atteint en vivacité, dirons-nous. Alors après, graphique de droite, on peut parler de valorisation possiblement excessive, ou du moins sur une partie du marché. Ici, c'est la capitalisation des entreprises avec un price to sell ratio qui est supérieur à 20. Et on peut voir qu'un peu comme en 1999-2000, on a des entreprises qui se payent cher et qui commencent à représenter un sacré paquet d'actions. Alors on n'est pas dans le même monde. On est aussi dans un monde où cette fois on n'est pas dans les dot-com avec des sociétés avec 5 personnes dans les bureaux qui ne gagnent pas d'argent. On a des GAFA qui ont des taux de croissance hallucinants et qui gagnent des milliards tous les trimestres. Mais bon, quand même, ça montre qu'il y a des petites poches d'euphorie et de bulles par-ci par-là.
À gauche, ici, un graphique qui montre la corrélation de Caterpillar avec les pays émergents et un ralentissement depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant sur les pays émergents, notamment à cause de l'indice chinois qui pèse 50% de l'indice des pays émergents. Et comme vous le savez, en ce moment, ce n'est pas la panacée sur les indices chinois, et notamment l'indice technologique créé il y a quelques années qui a inscrit un nouveau record baissier. À droite, on note toujours cette divergence entre le Dow Jones Industrial Average qui fait des nouveaux records historiques encore hier soir et le Dow Jones Transportation Average. Lorsque l'on étudie les fondements de la bourse à long terme, eh bien, on sait que les mouvements peuvent être validés par d'autres indices et il est bon de voir les deux Dow Jones inscrire de concert des nouveaux records. Quand on a une divergence comme ça et que c'est le Dow Jones Transportation qui ne suit pas, eh bien c'est un petit bémol sur la pérennité de ce mouvement haussier et peut-être la nécessité d'une éventuelle respiration. Qu'on soit tous d'accord, on parle de reprise économique majeure, on parle de résultats d'entreprises très bons et qui pourraient perdurer, on parle de relèvement de recommandations, tout va bien, tout va pour le mieux dans le plus beau des mondes. Voilà, simplement, on arrive au mois de septembre. Le mois de septembre, c'est la rentrée. Septembre-octobre, c'est pas très porteur sur les indices américains, notamment sur le S&P 500 et encore plus l'année après l'élection américaine. Et ici, on peut constater, c'est une moyenne sur 94 ans, donc c'est pas une petite série. En noir, en fait, vous voyez la moyenne de ce que fait le S&P 500 sur les 94 dernières années, avec un pic au mois d'août, une stabilisation, et puis ensuite une consolidation qui peut durer sur septembre, octobre. Donc voilà, c'est juste un bémol. Pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout le monde se laisse porter sur les grosses capitalisations lorsqu'il en a. Tous ceux qui sont investis à moyen long terme ne bougent pas. Ceux qui sont en ETF également profitent. Simplement, voilà, faut avoir à l'esprit qu'après cette belle période, eh bien, on peut arriver dans une période avec une saisonnalité un petit peu plus négative et on pourrait, pourquoi pas, avoir cette fameuse correction de 4-5% que le S&P 500 n'a pas encore fait cette année alors qu'il l'est fait pratiquement tous les ans depuis 10 ans. Donc voilà, à la fin du mois, on a Jackson Hole, possible fléchissement de la politique de la Réserve fédérale américaine, la Fed. Et puis en plus, je pars 10 jours en vacances, entre le 25 août et le 5 septembre. Du coup, on a une conjonction mystique qui pourrait affaiblir peut-être un peu les indices. À droite, c'est un graphique de la dominance du Bitcoin, c'est-à-dire de ce que peut représenter la capitalisation boursière du Bitcoin dans la capitalisation totale des cryptos. Et en fait, ces derniers trimestres, certains disaient que le Bitcoin à terme n'aurait plus qu'une dominance de 20%, que ce sont les autres projets qui vont prendre le dessus, en termes de capitalisation également. Et je pense, si vous voulez, que le Bitcoin reste quand même aujourd'hui la plus liquide des cryptos. C'est quand même le Bitcoin qui est le plus suivi, le plus acheté par les grands fonds d'investissement, les grandes banques, par Elon Musk et d'autres. Donc je pense qu'il ne faut pas vendre la peau du Bitcoin et qu'il continue d'être important. Je pense pour un investisseur action qui aujourd'hui a ouvert une petite poche crypto, je pense qu'avoir entre 40 et 60% de Bitcoin m'apparaît important et pas avoir que les autres, l'Ethereum, Cardano, Solana ou d'autres plus petites. Et puis pour finir et pour un petit peu rebondir sur l'aspect saisonnalité, sur le fait que tout va bien dans le meilleur des mondes, sur le fait que les indices montent à marche forcée. Voilà, c'est un simple constat. Certains humoristes ou certains sur Twitter s'en veulent de plus en plus railleurs, moqueurs de ceux qui sont vendeurs sur les actions. Alors moi-même, qui cherche de temps en temps des shorts, que ce soit
il y a un mois et demi, quand le 440 a touché 6700 points, son haut de canal haussier, voilà, ça me dérangeait pas de prendre un short de couverture. On a perdu 450 points, ça fait quand même 6-7%, c'est pas négligeable. Ça permet de couvrir son portefeuille, de jouer une petite stratégie vendeuse que j'ai mis à profit sur action par des stratégies ou sur son portefeuille en couvrant son portefeuille. Ce que je peux constater, c'est qu'il n'y a plus du tout de vendeurs, il n'y a plus du tout de short, ou bien ils se sont cachés. Et puis il y a de plus en plus de gens qui sont haussiers et de plus en plus de gens qui se moquent des baissiers. Et généralement, quand les acheteurs haussiers deviennent un peu trop arrogants, le marché leur rappelle que ce ne sont pas forcément eux tout le temps les patrons. Voilà pour cette première partie d'émission. Donc vous l'aurez compris, un environnement globalement positif. On notera néanmoins que pendant cette période de l'été, il y a beaucoup de consolidation sur les small caps. Les small caps ne sont absolument pas porteuses dans leur globalité, j'entends, depuis plusieurs semaines. Ce sont les grosses capitalisations, notamment les cycliques, le luxe et autres, qui profitent sur le 440 et sur le marché du SRD français. Donc attention à ne pas être qu'investi en small caps qui, en termes de flux et en termes de traders, puisque les gens sont en vacances, sont complètement délaissés. On va passer sur la plateforme de ProRealTime. Et alors que nombreux journaux titrent que le 440 va enfin retrouver son niveau de l'an 2000, je voulais un petit peu remettre cette big picture, cette photo en avant, pour vous montrer que quand on prend le 440 normal, on a effectivement un pic en l'an 2000 sous les 7000 points, je crois que c'est 6944,77 de mémoire. Et beaucoup de gens disent voilà, ça y est, 20 ans après la crise, les actions sont enfin retournées sur leur même niveau. Donc ça donne l'impression qu'investir en France, c'est nul. Alors qu'en fait, l'investisseur long terme qui est sur les actions, même s'il a acheté n'importe comment en l'an 2000 au plus haut, il est aujourd'hui à plus 100%. Et s'il a acheté en 1995, il est pratiquement à x10. Donc tout ça pour dire que le marché français, à moyen long terme, enfin surtout à long terme, très long terme, est un marché particulièrement porteur. Voilà. Après, on aura des consolidations, des latéralisations peut-être, après un mouvement haussier totalement historique. Mais avant de passer à la suite, n'oublions pas cette petite pause café habituelle. Je remercie un lecteur qui m'a envoyé une chanson de Couperin. Alors Couperin, c'est un compositeur classique du XVIIe siècle. Je crois qu'il a vécu entre 1680 et 1730. Et cette chanson s'appelle La Chéron. Voilà, donc petite dédicace à ce lecteur. Merci de me l'avoir envoyé. Et puis on se fait une petite pause café avant de passer à la suite. Jean-François Couperin qui a
créé cette musique à la base pour clavecin. Le clavecin, c'est un peu compliqué quand même, hein. Je préfère quand même le piano et des compositeurs comme Mozart, un peu plus mélodique. Là, on voit que c'est les balbutiements. Alors, reprenons sur la bourse. La bourse qui est en ce moment en... Alors, j'ai failli titrer en érection, mais je pense que je vais arrêter avec les marchés en élévation. Voilà. Donc, un 440 GR qui est haussier. Après, si on regarde le 440 normal, on approche des sommets de l'an 2000. On est toujours dans ce canal haussier de moyen terme, donc toujours un marché très porteur, et dans une sorte aussi de canal haussier court terme, lui aussi très porteur. On était dans une figure ouverte avant que je parte en vacances là, et que je vous donne quelques signaux baissiers au mois de juillet et qu'on consolide de 300-400 points. La semaine dernière, comme je vous l'ai dit, on était revenu à l'équilibre autour des 6550 points avec des marchés toujours très solides. Donc voilà, je pense qu'au quotidien sur Twitter, sur BFM aussi la semaine dernière, je disais que j'étais haussier et que... Vous savez, moi je suis les signaux, hein. Alors quand je vois qu'on touche un haut de canal, eh ben, je passe baissier court terme. Quand je vois qu'on redémarre à pleine vitesse et qu'on casse des résistances, je repasse haussier court terme, hein. J'essaye de ne pas avoir de biais et de suivre tout simplement ce que fait le marché. La semaine dernière, on a cassé les 6600 points, on est revenu prendre appui dessus vendredi, on s'éjecte lundi avec un nouveau record annuel en cours de clôture. Aujourd'hui, on accélère avec Société Générale qui gagne 7% avec son relèvement de perspectives pour 2021, avec Stellantis et Engie qui profitent de relèvement de courtier. Donc voilà, un marché particulièrement haussier. La borne haute du premier canal vers 6880, la borne haute du second canal plus court terme vers 6940, ce qui correspond au record historique du 440 normal. Voilà. Est-ce qu'on va y aller tout droit et s'y retrouver d'ici le 15 août? Je ne sais pas. Mais voilà, on garde à l'esprit que quand même là-haut, c'est la borne haute du canal. Et que si on arrive dans cette zone-là, autour des 7000 points d'ici la fin de l'été, la saisonnalité du mois de septembre n'est pas particulièrement porteuse. Donc en tous les cas, pour ceux qui s'attachent les mains pour ne pas shorter ce marché, ils ont raison. C'est peut-être cette zone-là qu'il faudrait attendre patiemment. Pour l'instant, c'est un rouleau compresseur haussier. Et puis si on avait des petites turbulences, hein, puisque ça peut arriver à tout moment pendant l'été, on garde en tête que les 6600 points sont une belle zone de soutien qu'on vient de réacquérir la semaine dernière et qui ferait théoriquement support si on y revenait. Concernant les métaux, il ne se passe rien. Sur l'or, c'est complètement flat depuis un mois et c'est flat sur les 4 derniers mois. L'or et l'argent, si vous en voulez en portefeuille, pour moi, ça s'accumule. C'est de l'accumulation rationnelle dans une zone horizontale de prix. L'argent, ceux qui sont déjà à l'achat dessus aimeraient bien qu'on repasse au-dessus des mêmes 200. Mais bon, tout ça reste très 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 neutre. Le pétrole, donc comme je vous le disais, il consolide gentiment sous ses plus hauts de 2018. On a atteint 77 $ il y a à peu près un mois. On a consolidé de 15%, on s'est stabilisé, on est revenu à la hausse comme sur les indices. Et là, parce que, petit ralentissement sur les chiffres chinois, le pétrole tousse un petit peu, latéralise et reste pour l'instant sans tendance, d'autant plus que c'est l'été. Et puis, concernant le Bitcoin que voici, tendance haussière de long terme, ça c'est indéniable. Le marché baissier, ici la grosse consolidation de 50% qu'on a eu au mois de mai-juin. Un beau signal, une belle réaction sur un bas de range autour des 30 000 $ fin juillet. Et puis la fameuse borne haute du range qui bloque pour le moment. Donc en l'état, c'est un range. En théorie, on achète dans la partie basse, on vend dans la partie haute. Et si on veut en racheter, on attend le milieu du range au minimum. C'est ce que je fais pour ma part. J'attends de voir si on ne va pas glisser gentiment vers les 34-36 000 $ avant d'éventuellement refaire une stratégie haussière.
Et puis quand on fait un peu un tour sur les actions du CAC, on voit donc cette relance haussière de Société Générale après une belle consolidation comme le CAC pendant à peu près un mois. Stellantis donc qui repart à la hausse. Total qui a bien tenu son support des 34 et qui rebondit. Alors après, vous voyez mon petit mot ici, mais ça, ce sera peut-être que pour dans 3 à 6 mois, le retour à 32 dollars que j'attends gentiment. Saint-Gobain qui continue sa course dans son canal haussier, LVMH qui fait de même dans un canal haussier, Essilor qui a effacé ses plus hauts historiques et qui en inscrit de nouveaux, LVMH qui continue sa course, Capgemini. Alors, quand je vois ça quand même, j'ai un peu l'impression que ici c'est la peur, là c'est la hausse, là c'est l'accélération, je sais pas si on peut qualifier ça d'euphorie, mais ça va quand même un peu vite, un peu fort. Voilà, bon, simple petit constat. Ensuite, on va passer sur les actions. Donc, quelques cas spéciaux, des valeurs trend following et des introductions boursières plus ou moins récentes. Vous m'avez donné une grosse liste d'introductions boursières, j'en ai regardé quelques-unes. On va regarder aussi quelques datas sur le site de Zone Bourse concernant ces dernières. Alors après, il y a des toutes petites valeurs sur lesquelles il y a peu de data, il y en a où il y en a un peu plus. Sachez que j'ai noté une partie des valeurs que vous m'aviez soumises pour cette émission et que j'en prendrai d'autres pour l'émission prochaine. Ce sera un peu un moyen de changer de sujet pendant les vacances, de parler d'autres titres et notamment ceux qui viennent d'arriver sur la cote. On commence par Alstom. Donc Alstom qui n'est pas en grande forme. Alstom qui est dans un range en fait quand on la regarde sur un an, on va dire un large range. Alors faut-il prendre 32 ou 34 comme borne basse? Telle est la grande question. Pour l'instant, je vois ceci avec le plus de points d'impact autour de 34 euros. Il pourrait se passer quelque chose. Pour l'instant, on voit que depuis une semaine, Alstom reste sous pression. Le rebond a fait long feu. Donc, pas forcément très attractif comme configuration. Après, certains jouent tout simplement le range et en accumulent un petit peu en bas. Pour ma part, j'aurais tendance à attendre qu'on aille chercher une bonne fois pour toutes ces 34, voire même si ça casse qu'on aille chercher 32, et qu'on aille tester les supports, parce que là on l'a pas encore fait. Ou bien, scénario B, d'attendre tout simplement que le titre se retourne et casse les 37,30€, 37,50€. Comme ça, on aurait un double creux, on aurait une cassure de résistance, un retournement de tendance à la hausse. Et si vous voulez, le concept ici, c'est que parfois, il vaut mieux louper les premiers pourcents de rebond technique pour être sûr qu'on est bien dans un retournement, voire une reprise haussière. Sinon, on va acheter, ça va rebondir, ça va retomber, on peut se faire avoir, on peut perdre du temps, voire s'arracher un peu les cheveux. Donc, ne vaudrait-il mieux pas soit 1, attendre un support clé travaillé, soit 2, une cassure de résistance. Alors Equinox, c'était pour vous montrer Equinox qui fait du Equinox. Pour ceux qui ne connaissaient pas cette formule, il y a des titres en fait qui ont une façon de faire qui leur est totalement propre. Il y a des titres par exemple qui vont évoluer que dans des ranges, d'autres qui vont évoluer que dans des canaux, d'autres qui vont faire du crabe, comme ici Equinox, qui parfois va faire 3 pas en avant, 1 pas et demi en arrière, parfois 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Ce qui est intéressant avec ce titre, c'est qu'à chaque fois on bloque sous des obliques et que quand l'oblique casse, il y a un potentiel qui s'ouvre, à chaque fois pratiquement. Et donc en fait, pour ceux qui traitent ce genre de valeur, on essaye d'acheter au plus près de la MM200 puisqu'on voit qu'elle est réactive. On fait parfois des mèches sous MM200, donc on note ces mèches sous MM200 et on se dit je vais pas acheter pile poil sur MM200, je vais mettre un achat un peu en dessous. On évite de mettre des stops trop courts parce que vous voyez que parfois la valeur décale à la hausse, puis elle fait une mèche basse de 10%, puis elle remonte. Donc on sait que les stops courts sur cette valeur-là, ça ne fonctionne pas. Sur certaines valeurs, ça fonctionne très bien. Sur celle-ci, ça ne fonctionne absolument pas. Et si vous voulez, le graphique, quand on l'ouvre comme ça sur un an et demi, c'est un outil. Un outil qui doit vous dire « Ah, elle a une façon bizarre de procéder. Ah, elle a une bonne relation à sa moyenne mobile à 200 périodes. Ah, souvent quand elle est sous une oblique et que ça casse, c'est un signal et elle prend 10-15%.
Ah, il faut pas que je mette des stops trop courts parce que sinon je peux me les faire prendre sur une mèche. Donc dans ces cas-là, l'investisseur, il va attendre ici. Il va attendre sous les 7 euros, qu'elle fasse un trou d'air, qu'elle revienne faire une mèche sur sa MM200. Et plutôt que se dire j'ai acheté trop, j'ai mis un stop à 6%, je me suis fait avoir sur une mèche parce qu'elle a baissé de 10% puis elle est repartie sans moi, là vous vous direz j'ai analysé le titre au préalable, j'ai compris son fonctionnement et je vais le mettre à profit afin d'optimiser mon entrée. Et là vous passez d'un débutant déboussolé qui sur les forums va dire ah c'est les méchants fonds d'investissement qui sont venus chercher mes stops à ah Equinox a fait du Equinox donc j'en ai profité, je suis rentré à 2% du point bas. Ensuite, Interparfum. Interparfum, superbe valeur trend following, le petit trou d'air du Covid, la cassure rapide dès février 2021 des plus hauts historiques, puis un run haussier magnifique. Ensuite, on a eu un gap baissier qui est quand même pas très beau, qui est assez grand, qui fait plus de 10%. Point positif, la valeur repart de plus belle. Alors là, deux solutions. Solution numéro 1, on est dans une inversion de polarité. On a un titre qui était haussier, qui casse son oblique de tendance en venant la retester d'ailleurs à la cassure, qui ensuite peut parfois essayer de revenir chercher cette oblique ou cette tendance préalablement perdue, et puis qui repart à la baisse. Ou bien, le titre arrive à recasser son plus haut historique, et là, on contre l'inversion de polarité potentielle et on repart à la hausse et on continue sur un long fleuve tranquille comme depuis des mois. Donc c'est ce combat ici, là, ce combat des 63-64 euros qui va être important pour les actionnaires. Si on y échoue lamentablement et qu'on repart à la baisse, c'est qu'en fait on est bel et bien dans une inversion de polarité, dans un jouet cassé aussi. C'est une autre expression que j'utilise quand un titre qui était dans une belle tendance haussière la brise. Il y a un changement de psychologie. On appelle ça aussi l'inversion de polarité. On est sous une droite qui est donc sous une droite de polarité baissière. Et donc, il faut réussir à recasser des niveaux et à effacer en fait ce mauvais épisode de l'investisseur qui a été un peu échaudé. Ensuite, Nekon. Nekon, c'est une action qu'on a beaucoup suivie l'année dernière, qui début 2021 a malheureusement cassé des supports puis cassé sa moyenne mobile à 200 périodes. Donc vous connaissez le concept d'une tendance haussière selon la loi de Dow, une des lois les plus anciennes du marché financier. Tant que le marché fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, on est en dynamique haussière et on peut se laisser porter. Quand on casse la dynamique haussière, c'est la théorie du jouet cassé, du retournement. Vous connaissez aussi mon affection pour le trend following, le concept du suivi de tendance. Or, quand on casse la moyenne mobile à 200 périodes et qu'elle se retourne, on est en dynamique baissière, donc le titre est moins intéressant. Seul petit plus ici, on a touché la borne basse du canal à partir de laquelle peut-être on pourrait connaître une réaction. Quand à parler d'un gros support, il y en a un à 4,50. Et à parler d'un gros signal, un gros signal, ce serait une cassure par le haut du canal baissier. On aurait ainsi des plus bas et des plus hauts de nouveau de plus en plus haut, une cassure de dynamique baissière de moyen terme, puisque ça fait maintenant 4 mois qu'on est dedans, et on pourrait parler de retournement validé du titre. Donc les investisseurs patients attendent qu'on casse ça, d'autres, plus agressifs, mettent à profit la borne basse du canal ou bien gros support, en accumulent un petit peu et ensuite renforceront leur position sur une sortie éventuelle du canal par le haut. Après ça dépend de votre style et votre money management. Alors j'avais choisi, on m'avait proposé une valeur qui s'appelle Nextera, mais je l'ai mis 2 fois dans l'émission, donc un lecteur m'a dit est-ce que c'est Nextera ou Nextedia? Je lui ai dit écoutez, on va faire les deux. Alors ici c'est pas une valeur très liquide, aujourd'hui il y a 60 000 euros d'échangés, habituellement je parle pas de ces petites valeurs. De la même façon, pourquoi je parle pas de ces petites valeurs? Parce que si je vous dis waouh c'est trop beau, si ça pourrait exploser, elle peut prendre 20% cet après-midi et on va venir me faire des réprimandes. Non, ce qui est intéressant, c'est un peu comme Equinox, c'est de voir que c'est une valeur à accélération forte. Ici on a une accélération, ça retrace tout malheureusement. Ici on a une accélération, on retrace 50%, puis il y a un redémarrage avant rechute. Et je trouve que ce qu'on est en train de faire ressemble pas mal à ça. On a une première vague haussière, la deuxième c'est l'explosion, la troisième c'est un retour à 50% du mouvement avant redémarrage. Ici pareil, on a le premier travail,
Deuxième, l'explosion. Troisième, le retracement à 50%. Donc ce qu'elle est en train de faire ressemble à cette section-là. Et ce qu'elle avait fait au bout de ces trois cercles, c'est qu'elle avait fait une forte hausse jusque 1,50, qui est d'ailleurs la résistance que j'ai notée ici, puisque les dernières mèches, les derniers rebonds ici au mois de février se sont faits sur les 1,50. Donc voilà, c'est une valeur qui est haussière sur un an, qui essaye de reprendre sa MM200. Donc tant qu'elle reste au-dessus des MM200, trend following. Et si et seulement si elle venait à casser cette zone des 1,20, 1,25, je prends une zone large parce que c'est un petit titre, hein, donc on peut facilement faire un 22, un 23, un 25 des écarts. Si on casse un 20, un 25, il peut y avoir une poussée rapide en direction des 1,50 voire plus. Ensuite, Prosus. Alors Prosus, elle pâtit de la baisse des valeurs technologiques américaines, elle pâtit de la baisse de Tencent. J'ai eu une question intéressante d'un lecteur qui me disait, c'est bizarre parce que tu dis qu'il faut préconiser, qu'il faut se focaliser sur des valeurs haussières de long terme, et pourtant on voit qu'ici Prosus, elle a des petits soucis. Alors, ce qu'il y a, c'est que ce qui m'intéresse ici, c'est Tencent. Tencent qu'on va regarder sur un graphique zone bourse de long terme. Nous, on est placé, zone bourse sur Prosus, qui cote en Hollande et qui suit donc cette dynamique haussière de Tencent. Et vous voyez bien que Tencent, en données mensuelles depuis 15 ans, elle est toujours complètement haussière. Et vous voyez qu'après parfois des consolidations de 6 à 7 mois, elle est repartie de plus belle. Ici, elle a consolidé pareil en 2018 et là, elle consolide en 2021. Donc pour le moment, en l'état, on est toujours bel et bien dans une dynamique haussière de moyen-long terme, dans une dynamique haussière mensuelle. Et donc partant de ce principe-là, sauf nouveau coup de poing sur la table des autorités chinoises, peut-être que les valeurs technologiques chinoises sont en train de trouver un creux. Rien de certain là-dessus, mais c'est possible. Auquel cas, Prosus, sur laquelle on n'a pas ce même historique justement, mais sur laquelle on aurait plus ou moins le même historique que Tencent, donc un dossier haussier long terme, on essaye de trouver en fait une entrée à l'achat. C'est pour cette raison que je vous avais publié un graphique la semaine dernière sur Twitter quand elle était à 69 € en disant on vient de toucher le bas du canal de court terme, si les autorités chinoises se calment, on peut rebondir. Le titre a repris 12-13% rapidement. Pour des traders de court terme, 12-13% ça se prend. Pour un investisseur de moyen terme, 12-13%, ça se laisse courir. Mais on peut par exemple couper un tiers, ne serait-ce que pour se faire du bien au cerveau et avoir fait un petit gain de court terme et pour sécuriser la position. Pour d'autres, c'est un achat à 68 ou à 69 et c'est un stop sur le même niveau. Comme ça, si on revient sur les plus bas, on la lâche. Pour d'autres, enfin, c'est un achat à 69 avec un stop sous les 65. En se disant, on travaille la zone, mais je suis toujours confiant sur le fait qu'à moyen long terme, ça reparte, donc je garde. Donc là, vous voyez, c'est vraiment une question de profil. Est-ce que vous êtes court-termiste, long-termiste, plutôt haussier sur la Chine ou plutôt peureux à cause des autorités chinoises? Moi, je ne suis pas là pour répondre à ces questions-là à votre place. Je suis juste là pour vous dire, j'ai cherché un point d'entrée sur Prosus qui est certes baissière à court terme car elle suit Tencent qui est fortement haussière à long terme. Et dans le cas d'une éventualité où les autorités chinoises se calmeraient, j'ai trouvé un point d'entrée sur la borne basse du canal baissier pour permettre d'avoir justement une entrée timée, un bon timing et d'être rapidement en gain et de pouvoir ensuite se poser la question de savoir ce qu'on fait de la position. Voilà. Donc moi j'ai fait ma partie du job, après c'est à vous de faire la vôtre. Enfin, Ubisoft, Ubisoft, elle a rien pour plaire, elle est baissière à court terme, baissière à moyen terme, au mieux neutre sur les 2 dernières années. Elle est en train de revenir sur une zone de prix, alors elle a réagi une fois sur cette zone de prix, 2 fois sur cette zone de prix, elle y a encore réagi récemment, le mercredi 21 juillet. Le problème, c'est qu'elle y retourne. Elle y retourne, qu'elle est toujours baissière, toujours sous pression, alors qu'en parallèle, on a un CAC qui explose. Alors qu'est-ce qui se passerait si le CAC baissait ?
Donc une force de rappel ici sur les 50-52, dirons-nous. Doublement une force de rappel parce que si on regarde un graphique de long terme, on a une oblique haussière qui part de 2014 et qui passe par tous les points bas depuis 2014. C'est le fait d'être descendu si bas à 40 euros en octobre 2019 et le fait qu'on touche cette oblique ici qui avait permis un beau rebond par la suite, le titre avait plus que doublé. On est de retour ici dessus, donc va falloir voir dans les semaines qui viennent comment on travaille la zone. S'il y a une réaction forte sur les 50 euros, bah, c'est peut-être un nouveau creux comme on en a eu en mai ou en mars 2020. S'il n'y a pas de réaction forte, attention, ça peut aller creuser dessous. Ensuite, on va passer aux valeurs en trend following, des dossiers français ou européens qui sont en trend following, donc haussier à moyen terme, long terme. Ça dépend des titres, haussier en tous les cas au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes, ce qui montre que sur les quelques mois écoulés, on est bel et bien dans une dynamique positive. On a ici un titre qui a fait des plus hauts, des plus bas, de plus en plus haut, qui était dans une sorte de figure ouverte gigantesque. Alors moi je l'ai donné à 5,40, je crois que je l'ai redonné en stratégie à 6,50. Je l'ai donné encore à 8 euros, mais celle-là elle a été perdante, donc 2 fois gagnante, une fois perdante. Et là, j'attends la zone dans laquelle on est en train d'arriver, c'est-à-dire l'oblique qui passe par tous les plus bas, qui passe à 5,70, la moyenne mobile à 200 périodes, qui est actuellement à 5,60 mais qui monte progressivement, et puis un niveau horizontal ici à 5,80. Donc, dans ces cas-là, vous voyez, c'est pas un prix, c'est pas le juste prix, hein. On n'est pas à la télé. C'est une zone comprise, dirons-nous, entre 5,55 et 5,85. Alors vous allez me dire, oui Nicolas, ça fait 5-6% de large quand même, c'est pas simple. Laissons dans ces cas-là en fait les cours y aller le plus bas possible. Ensuite, laissons les cours réaliser un creux avec du volume, un retournement des indicateurs. Et si retournement, réaction positive il y a sur cette boîte et qu'on en ressort, alors pourquoi pas s'intéresser à la valeur pour repasser à l'achat sur une zone clé après une belle correction qui a eu lieu ces dernières semaines. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de valeur qui est haussière à moyen terme, qui a retracé sa dernière impulsion, et donc je surveille l'éventuel retour sur ce démarrage, cette impulsion qui en plus est conjuguée à des niveaux techniques obliques et dynamiques, dynamique étant la moyenne mobile à 200 périodes. Ensuite, Cabas Group, pareil, ça c'est un tout petit titre avec très peu de volume, donc je fais attention à ce que je dis. C'est tout simplement pour montrer à ceux qui ne connaissent pas, les débutants qui découvrent un peu les marchés cet été, ce que c'est aussi, après vous avoir parlé tout à l'heure de la théorie du jouet cassé, la théorie du phénix. La théorie du phénix étant une petite action baissière, small caps, qui va baisser pendant des mois, voire des années, qui va enfin réussir à se stabiliser sur ses plus bas, en arrêtant de faire des creux et en se réveillant avec de gros volumes, en reprenant sa moyenne mobile à 200 périodes, en repassant dessus, en retestant souvent cette dernière, en ayant ensuite une grosse cassure de résistance, ici, de nouveau avec volume, où pour la première fois depuis des mois, parfois des trimestres, on fait enfin des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, donc la théorie de dos qui caractérise une dynamique haussière. Et tant qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile à 200 périodes, on est dans une théorie du phénix, un début de trend following, c'est-à-dire un début de dynamique haussière. On a un gros support à 5,10, là où se trouve la MM200, on a un gros support à 5,60, on fait du range haussier, du crabe haussier dirons-nous. Simplement, si trou d'air à tout moment, quoi que ce soit, retour à 5,50, peut-être que ça intéressera certains d'entre vous. Il faut aller creuser un petit peu pour connaître un peu le dossier Cabas, qui est spécialisé dans le son, dans la domotique. Vous pourrez aller voir tout cela sur la fiche valeur de Zone Bourse. Ensuite, j'ai toujours des lecteurs qui me parlent de belles valeurs à l'étranger. Ici, DSV Panalpina, une action extrêmement haussière. Donc là, on est dans du gros trend following de long terme. Une valeur qui est partie de 100, qui est à 1500 l'espace de quelques années. On peut constater que parfois, lorsque le titre s'échappe un peu trop vite,
de sa moyenne mobile à 200 périodes et qu'il va un peu trop rapidement en besogne, dirons-nous, on peut avoir une période de consolidation à la baisse. C'est peut-être ce qu'il est en train de se mettre en place ici, avec une consolidation qui pourrait peut-être se mettre en place là. Le temps en fait que les indicateurs se calment, que les chiffres publiés continuent de grimper, que de nouvelles acquisitions se fassent, que les seuils techniques dynamiques arrivent en soutien et qu'on puisse ensuite repartir à la hausse. Donc ça, c'est le genre de titre dont on profite quand il corrige, que l'on peut renforcer sur les cassures de plus haut annuel ou les plus hauts historiques. Donc ici, on espère soit une consolidation correction pour prendre appui, soit une cassure de plus haut historique, puisque comme vous le savez peut-être déjà, ou que vous l'avez entendu dans mes émissions, c'est la cassure d'un nouveau plus haut historique qui donne la meilleure probabilité de gain sur une action. Alors vous allez me dire, oui mais ça marche pas à tous les coups. C'est vrai. Je vous donne 2 exemples qu'on a vus la semaine dernière dans cette émission. Alten, fortement haussière à long terme, qui allait casser son plus haut annuel et son plus haut historique, qui l'a cassé et qui s'est envolé de 12% derrière. Et Eramet, qui a tenté de casser son plus haut, qui n'est pas un plus haut historique d'ailleurs, donc la probabilité de hausse est moindre qu'un plus haut historique. C'est son plus haut annuel et le signal n'a pas fonctionné. Alors certains me diront comment tu trades ça. Alors déjà, j'évite de trader à court terme, j'investis. Alten, on pouvait déjà être dedans via de nombreux signaux haussiers, soit des tests positifs de support, soit des cassures régulières de plus haut annuel qui permettaient de rentrer. Sur Eramet, on avait un double test de support ici à 50 €. Ensuite, on a parlé dans une émission il y a 3 semaines, il y a un peu plus d'un mois, de la cassure de l'oblique baissière nécessaire. Ensuite, elle n'a fait qu'inscrire des plus hauts de plus en plus haut. Donc, si la valeur vient de prendre 40% à la hausse et que vous l'achetez sur la cassure de ses plus hauts annuels, vous avez forcément, en termes de timing, un peu moins le vent dans le dos, un peu moins un timing optimum. Voilà. Donc, pour faire du court terme, c'est un peu moins pratique. Par contre, comme je l'écrivais sur Twitter fin de semaine passée, il faut accepter les règles. Soit vous êtes un investisseur, vous faites du moyen terme, vous rentrez par un niveau successif, et vous renforcez parfois sur des cassures de plus haut annuel ou historique, mais vous faites ça tranquillement dans le temps avec des stops larges, etc. Soit vous faites du trading, mais si vous faites du trading, vous acceptez les règles. Les règles du trading, c'est quoi ? C'est Alten casse son plus haut, j'achète, ça casse, ça accélère, je remonte mon stop à 0, je laisse courir mon gain. Eramet, je vois la publication de résultats, on casse le niveau, j'achète, ça monte en séance de 6 ou 7%, ça retombe, ça retrace tout, je sors. Je vais pas l'acheter en pleine accélération un peu n'importe comment à 73 et puis la laisser retomber à 65, perdre 10% parce que je suis mal rentré, parce que je suis pas sorti, parce que j'ai pas vu que ça retombait en séance, parce que j'ai pas vu la mèche. Alors quelqu'un me dit, oui mais il faut avoir le temps pour ça, pour acheter le matin, sortir l'après-midi. Je fais oui, c'est ce qu'on appelle du trading, et quand on n'a pas le temps, on fait pas de trading. En fait, c'est fou. Les gens n'arrivent pas à comprendre que soit je fais du trading dans lequel il y a 90% de perdants, où ça demande beaucoup de temps de connexion par jour, un money management d'enfer, des stops d'enfer, une expérience. Soit je fais de l'investissement, je fais du moyen terme, mais dans ces cas-là, je joue pas le breakout d'Eramet le jour de sa publication de résultats. Tout simplement. Ensuite, on continue avec Euraseo. Euraseo qui est un missile haussier. Je trouve intéressant sur Euraseo ces phases haussières successives. Alors, que dire ? C'est difficile. C'est beau, c'est super beau, d'accord. Et c'est haussier, c'est sûr, dans toutes les unités de temps. Après, on arrive sous résistance. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Euraseo, c'est une société d'investissement mondiale qui a 21 milliards d'actifs sous gestion, qui achète des sociétés partout. Donc quand tout va bien sur les indices boursiers, tout va bien. Quand ça se casse la figure, elle se casse la figure. Donc c'est un peu en fait un ETF action monde, mais avec les spécificités qui sont celles de l'investissement d'Euraseo et de sa politique. On vient de faire 11 mois consécutifs de hausse. Donc oui, c'est une belle boîte.
Simplement, un peu comme je vous montrais Capgemini tout à l'heure, il y a eu la peur ici, il y a eu la reprise, puis l'accélération, puis là, on est un peu dans de l'euphorie court terme, quoi. Le titre prend comme ça 20% en ligne droite en 2 semaines. Ça va un peu haut, un peu vite. En plus, grâce à cette hausse, on casse pas des plus hauts historiques, mais on arrive tout juste dessous. En plus de ça, quand on prend les ranges, les niveaux techniques dans lesquels elle évolue, on peut voir qu'il y a eu une première vague ici. J'ai reporté la hauteur du range pour trouver la zone ici, sous laquelle on s'est posé un petit peu, qu'on a travaillé pendant un mois et demi, qu'on a réussi à passer et on est allé chercher la suivante. Vous voyez que les flèches sont équidistantes. Donc en fait, à court terme, j'ai quand même l'impression qu'on est sur un objectif, quoi. Qu'on est sur un objectif en termes de report de hausse, en termes de niveau historique de résistance. Donc oui, c'est un beau dossier à avoir à moyen terme si on est haussier sur les marchés pour encore les trimestres à venir. Simplement à court terme, pour ceux qui cherchent des opportunités, j'irai pas me jeter là-dessus, quoi. Ensuite, Fastned en Hollande, spécialiste des bornes de recharge de voitures électriques. Secteur naissant, business soutenu par l'Europe. Dynamique haussière de moyen à long terme, trend following au-dessus des mêmes 200 qui a été parfaitement testé il y a une semaine, à la suite de laquelle j'ai fait une stratégie haussière sur zone bourse. A tenté d'accélérer, de casser les 59,60 hier, mais on voit qu'on est en train de revenir dessus. Et parfois, ces valeurs-là, faut pas être à 5 ou 10% près. Ça me fait un peu penser au titre Carl Ray, par exemple. Vous voyez, qui parfois peut gagner, perdre 5-10%. Ça me fait aussi penser à CMcom, hein, Pixel si tu nous entends. CMcom qui voilà, parfois peut fluctuer comme ça et faire un repli de 30% sur le graphique, ça n'a pas l'air d'être grand chose, hein. Mais quand on les subit, ça fait mal. Et du coup, c'est des titres qui peuvent faire des vagues et des chandeliers assez impressionnants, mais qui peuvent aussi retracer parfois pas mal. Donc si c'est pas une cassure franche des 59 € et qu'on n'accélère pas fortement, on peut encore revenir tester la zone de la MM200. Donc il faut faire attention, quand vous frottez à ce type de titre, les objectifs sont à 20, 30, 40% de hausse, mais les stops sont aussi larges. Donc ajustez votre money management. Vous allez me dire, ça veut dire quoi ajuster votre money management? Ça veut dire que sur une action, vous auriez misé 100 € de stop pour gagner 300 €. Vous allez mettre un stop à, allez, imaginons une action très peu volatile, à 5% avec un objectif à 15%. Sur Fastned, c'est plutôt des stops à 15% pour des objectifs à 45%. Donc on va réduire la taille de position par 3 puisqu'on augmente la taille des stops et des objectifs par 3. Honeywell, ça c'est une valeur trend following américaine, magnifique, simplement toujours sur cette thématique de l'étude du passé pour voir un petit peu des répétitions. J'ai noté simplement en regardant cette valeur que m'a proposé un lecteur que Honeywell faisait parfois des tops marginaux. Qu'est-ce que c'est des tops marginaux? C'est quand une valeur casse un plus haut, et parfois il y a des valeurs, si vous voulez, où quand on casse des plus hauts et qu'on fait des plus hauts de plus en plus haut, c'est super pratique. On achète la cassure des plus hauts, ça accélère, c'est super. Elle, c'est tout l'inverse. Elle casse son plus haut précédent, boum, elle repère. Elle revient ici, elle recasse le plus haut d'avant, elle repère. Elle recasse le plus haut d'avant, boum, le Covid. Donc c'est absolument pratique d'acheter cette valeur sur des cassures de plus haut. Ça marche sur plein de valeurs, je dirais même sur la majorité des valeurs. Sur celle-là, ça ne marche pas du tout. Or, qu'est-ce qu'elle nous fait ces dernières semaines? Que des tops marginaux. Un plus haut que le précédent, boum, conso, un plus haut que le précédent, boum, conso. Et là, elle est encore en train de nous faire une sorte de plus haut que le précédent, mais avec un chandelier pas très beau, donc je ne serais pas étonné qu'elle fasse une conso. Du coup, c'est plutôt une valeur à acheter sur repli. Sur repli, dans le sens de sa dynamique de fond, mais en profitant des latéralisations ou des retours sur support pour pouvoir acheter ce dossier. On prend les niveaux par le passé, on trace des niveaux horizontaux qui parfois peuvent se conjuguer avec des bas de canaux ou bien des moyennes mobiles à 200 périodes. Et c'est sur ces niveaux-là, dans les phases de peur, qu'on va profiter pour acheter ces titres-là qui sont un peu plus cabreux. Ensuite, une action dont on avait parlé il y a à peu près un mois et demi, ID Logistique. Donc une valeur qui est en train de following haussier, superbe,
qui, dès que le Covid est passé, dès la fin de 2020, a cassé son plus haut annuel et historique, donc signal fort, qui derrière a accéléré et est revenu tester son plus haut historique, avec derrière signal fort. Donc je me suis dit, ah, ça c'est un superbe support. Et quand elle a fait cette mèche-là, ça aussi c'est super beau, une sorte de marteau. Donc on va se faire peur, hop, ça remonte. Ça montre bien que les acheteurs ont bien profité de ce trou d'air pour se placer, et derrière ça repart. Et donc là, on a une valeur qui est dans un range, qui s'est échappée de son range, et dont l'objectif théorique est le report du range précédent à sa cassure, c'est-à-dire les 290 €, soit 10% de plus que les cours actuels. Simplement pour rentrer, on espérait plutôt un trou d'air pour revenir sur le support de la même manière qu'elle est déjà revenue sur ses supports par le passé et que parfois elle fait de la dent de scie. Et puis ensuite Nextera, Onise. Là encore, l'étude du passé qui nous permet de voir une récurrence. Est-ce que vous aurez vu la récurrence ici ? La récurrence, c'est qu'on, contrairement à beaucoup de titres qui sont super propres aussi au-dessus de leur moyenne mobile à 200 périodes, elle aime bien faire des trous d'air en dessous. Quand vous notez ça, eh bien, vous allez du coup adapter votre moyenne mobile au titre. Et vous allez tester une autre moyenne mobile. Par exemple, la moyenne mobile 250. Ou bien, pour qu'elle colle encore plus, la moyenne mobile à 300 périodes. Et là, on se rend compte de quoi ? Eh bien que la moyenne mobile à 300 périodes, elle a été frôlée ici, qu'elle a été touchée à 2 reprises là, elle a été pile poil touchée ici et frôlée là-haut. Donc parfois, sur certains titres, il faut adapter sa lecture du titre. Et ici, une moyenne mobile à 300, ou après j'ai été un peu vite en besogne, c'est peut-être 280 qui va être le plus propre. Et bien, si on prend la moyenne mobile à 280, ce sera de nouveau très propre, comme la MM200 sur un autre titre. Donc vous partez de ce constat-là, la MM200 ne fonctionne pas, on fait des trous d'air à chaque fois dessous, vous en mettez une nouvelle et vous ajustez le niveau de cette moyenne mobile jusqu'à ce que vous trouviez une moyenne mobile qui correspond à votre titre, puisque certaines actions ont en fait leur façon propre de fonctionner, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec Equinox. Waouh, déjà 1 heure d'émission et on va passer aux intros boursières. Alors les intros boursières, je vais vous dire quelque chose d'assez cash, comme ça on va pas perdre de temps non plus trop sur cette partie. Il faut savoir que sur les 6 ou 7 dernières années, il y a un grand nombre d'introductions boursières qui sont sous leur cours d'introduction. Aux États-Unis, on a vu dans pas mal d'émissions sur le trend following ou les GLB qu'on avait des superbes actions qui s'introduisent en bourse et boum, au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois, qui cassent leur cours d'introduction et qui rentrent dans du trend following, dans des actions haussières. Il y en a qui le feront jamais. Il y en a qui vont se coter en bourse et qui vont baisser et qui vont perdre jusqu'à 90%. Il y en a qui feront faillite, il y en a qui seront retirés. Il peut tout se passer. Simplement, avec une introduction, un cours d'introduction, vous avez un superbe pivot qui est le cours d'introduction, ou du moins le plus haut inscrit dans les premiers jours, premières semaines de l'introduction. C'est ce qu'on appelle, donc, quand une action casse ce cours d'introduction qui correspond au plus haut historique, c'est ce qu'on appelle un green line breakout, la fameuse GLB dont je parle souvent et dont je vous ai mis des exemples sur mon Twitter la semaine dernière. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah tiens, regarde, Signify, elle est en train de casser un plus haut, c'est une GLB. » Et je dis « Mais c'est pas une GLB c'est la cassure du cours d'introduction qui correspond au plus haut historique. » Vous voyez, Polycmenerie, petite valeur bretonne, ça s'introduit, ça baisse, ça remonte, puis paf, là on casse le plus haut historique correspondant au cours d'introduction. Ça, c'est une GLB. Autre cas de GLB bien plus lointaine, Valneva. S'introduit autour de 8,9, chute à 2,
met 10 ans de latéralisation à revenir sur son plus haut historique correspondant à son introduction, et enfin fait sa GLB 14 ans après avoir été introduite en bourse. Donc ça peut être au bout de quelques jours, quelques semaines, pour certaines sociétés, quelques années, voire décennies. Simplement, cette GLB, ce concept de GLB est extrêmement fort. Donc maintenant, si vous voulez voir plein d'exemples et mieux comprendre ce que c'est qu'une GLB, vous tapez GLB, les marchés en action, et vous allez tomber sur une émission spéciale GLB. Vous allez dans le sommaire et vous avez focus sur le Green Line Breakout, et là vous avez une demi-heure d'exemple de GLB. Donc on commence avec Aramis Group. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que ces lecteurs qui m'ont proposé donc plein de sociétés qui venaient de s'introduire en bourse s'intéressent en particulier à certains titres. Je vois Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers et réunit 4 marques, blablabla. Bon, déjà, on se connaît, je vous le dis en toute franchise, les voitures, c'est pas mon truc. Hein. Moi, je préfère les fusées qui vont dans l'espace. Mais les voitures, la vente de voitures, voilà, Renault, Peugeot, tout ça, c'est pas ma came. C'est un biais, je le sais, mais les bancaires et l'automobile, pour moi, c'est 2 secteurs dans lesquels, à titre personnel, je n'investirai jamais de ma vie. Parce que pour moi, c'est pas l'avenir, et c'est pas parce qu'on va remplacer un parc automobile européen et mettre de l'électrique à tout le monde et faire du greenwashing sur soi-disant l'électrique, ça consomme moins d'énergie que l'essence ou le diesel, ce qui n'est pas vrai. On se donne en fait une bonne raison de faire un plan européen et de faire vendre à nos marques européennes, mais en fait c'est un peu du bullshit tout ça. Donc la vente de voitures, que ce soit de la neuve ou de la pas neuve, pour moi, bon, c'est pas l'avenir. Après, j'ai creusé un petit peu, je vois la dernière publication, forte croissance du chiffre d'affaires au 3e trimestre. Je me dis c'est pas mal, plus 32%, ok. Plus 68%, mais par rapport à l'année d'avant. Alors l'année d'avant c'était le Covid, donc forcément ça monte. Croissance de 116% générée via les ventes de voitures d'occasion reconditionnées au T3. Bon, quand même, pas mal. En plus, ils sont sur plusieurs pays. Donc là, je me dis, why not? Simplement, je me rappelle aussi d'une chose. En ce moment, il y a une pénurie de voitures à la vente. Il n'y a plus, dans certains modèles, dans certaines marques, il y a moins de voitures disponibles à cause des pénuries de semi-conducteurs et autres. Donc, aux États-Unis, vous l'aurez peut-être remarqué, le prix des voitures d'occasion est presque revenu au prix des voitures neuves. Et les gens s'arrachent les voitures d'occasion. Du coup, je me demande s'il n'y a pas un peu ce phénomène aussi en Europe, et si du coup ce chiffre d'affaires exceptionnel n'est pas que passager. Et même s'il n'est pas passager, je peux constater en lisant leurs chiffres que c'est le genre de société qui va très faiblement marger. Donc qui va en fait essayer de faire du volume, de l'acquisition externe, de devenir très gros, et de réussir à la fin à avoir une marge d'EBITDA comprise entre 2,7 et 2,9%. Donc voilà, c'est pas ma came, c'est pas mon secteur, ça me fait pas rêver, je trouve pas que ce soit l'avenir. Je peux comprendre qu'on s'intéresse, je peux comprendre qu'on voit de la croissance. Maintenant, j'ai envie de vous dire une chose, si cette société est faite pour performer, elle cassera son cours d'introduction, elle fera une GLB, et on aura largement le temps de s'y intéresser sur un signal clair, avec des volumes, qui pour l'instant, bien évidemment, c'est une introduction boursière sur le marché français, donc des volumes qui sont inexistants. Mais voilà un petit peu, moi, comment je lis ce dossier, avec, bien évidemment, un biais. Mais voilà, au moins, je vous le dis en toute franchise, et il n'y a pas de mensonge entre nous. Ensuite, on va sur Believe. Pareil, introduction boursière, donc qui ne s'est pas faite au meilleur moment puisque les marchés commençaient à plafonner. Du coup, au mois de juillet, il n'y a pas de volume, les gens sortent, elle se fait un peu plier, elle perd 30% par rapport à son introduction. Mais phénomène intéressant, à partir du 20 juillet, ça se reprend. Donc là, je regarde l'actualité, je vois que UBS initie une opinion à neutre,
le 20 juillet, qu'on a une publication avec une forte dynamique de la croissance au T2 2021, une hausse de 26% par rapport au trimestre 2020. Alors, encore une fois, est-ce que c'est impacté en partie par le Covid? Est-ce que c'est très bon? On va voir en fait pour ces sociétés nouvellement cotées si c'est de l'exceptionnel ou si la croissance est récurrente. Je ne vous l'ai pas dit, mais Believe donc figure parmi les leaders mondiaux de la musique sous forme numérique. Voilà. Donc après, je ne sais pas ce qu'on arrive à vendre aujourd'hui sous forme numérique, puisque tout le monde écoute les chansons gratuitement sur YouTube. J'ai pas non plus creusé ces dossiers. Je vois l'activité, je vois le cours de bourse et je verrai plus tard voilà, si certaines m'intéressent. Alors vous pouvez aller sur le site Zone Bourse. Ce qui est intéressant, donc, c'est de voir l'agenda de la société, les éventuelles notations. Bien évidemment, c'est des petites boîtes, donc on a peu d'informations. Vous avez quand même sur Zone Bourse la majeure partie des informations qu'on peut trouver sur Internet dessus. Vous avez les actionnaires, le siège social, vous avez les finances. Et dans les finances, notamment, on comprend un peu pourquoi ça s'est introduit en bourse et pourquoi les gens se disent que ça peut être intéressant, parce que c'est une boîte qui potentiellement pourrait faire 50 à 60% de croissance de son chiffre d'affaires entre 2021 et 2023 et qui atteindrait en 2023 la rentabilité. Ou du moins une presque rentabilité. Puisqu'on serait à moins 7 millions de résultats nets sur un CA de 847 millions. Donc il suffit de changer un tout petit peu le curseur. Et c'est une boîte qui peut aussi être rentable si tout se passe bien. Donc on comprend pourquoi ça se cote en bourse, on comprend pourquoi ça intéresse les investisseurs. Et encore une fois ici aussi, on attendra la GLB qui serait un signal montrant que vraiment il y a un intérêt fort. On peut regarder d'autres boîtes, notamment CTP cotée en Hollande. Donc là vous voyez... Introduction boursière, déjà au lieu de baisser, ça monte. Ça change de nos petites boîtes françaises. Ensuite, ça consolide, puis ça casse le plus haut annuel historique et donc la GLB. Donc là, déjà, on est dans une valeur qui fait des plus bas de plus en plus haut, qui casse des résistances, qui fait une GLB. C'est quand même plus intéressant. Après, certaines retomberont, c'est pas grave, on se fait stopper, on sort, ça marche pas, ça prend pas. Mais sur certaines, ce sera le début d'une belle aventure où on pourra se laisser porter pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres. Simplement, attendre la GLB me semble intéressant. Ensuite, une boîte dont j'entends beaucoup parler, mais je comprends pas pourquoi on entend beaucoup parler. Energisme, spécialisé dans le développement d'une plateforme logicielle dédiée à la performance énergétique et environnementale. Donc là, on est sur soi-disant la révolution verte, avec le plan européen d'aider toutes les boîtes qui font plus ou moins de près du vert. Je peux comprendre qu'on s'intéresse à ce type de dossier. Voilà. Après, je regarde le peu de data zone bourse qu'on a dessus. Pour l'instant, c'est des pertes tous les ans. Après, je regarde le cours de bourse. Ça fait que baisser depuis l'introduction. Introduite à 10, elle baisse rapidement à 6. Et au mois de juin, elle se casse littéralement la figure et elle se fait encore diviser par 2. Alors que l'on veuille en acheter un peu en se disant c'est pas cher. Pas cher par rapport à quoi? Sur quelles estimations? Vu les chiffres qu'on a disponibles par rapport à Reuters et aux autres anticipations, pas évident. Elle est pas en trend following, elle est baissière, elle est sous MM200, elle fait des plus bas de plus en plus bas. Et le 26 juillet, elle a publié une facturation en hausse de 52% et une croissance attendue de plus de 75% sur l'année. Or, malgré ça, ça baisse. Donc on est sur une boîte qui a déçu, qui a déjà été divisée par 4 pratiquement depuis son premier jour de cotation, qui promet une croissance extrêmement forte qui ne semble pas suffire aux opérateurs. Donc, ça peut être un joujou en trading, ça peut être effectivement explosif, puisque quand elle démarre, elle prend rapidement 20-30%. Ça peut être
allez, soyons positifs, le début de quelque chose, effectivement, si elle sort de son range par le bas et qu'elle casse les 3,40, 3,50, qu'elle s'en échappe avec du volume, et peut-être que elle nous fera une recovery, un retournement derrière. Mais en l'état, là, à court terme, c'est une boîte introduite qui ne gagne pas d'argent, qui, malgré sa croissance, ne plaît pas aux opérateurs, malgré une division par 4 des prix. Et voilà, enfin, c'est juste, si vous écoutez la première partie qu'on a fait sur toutes les actions haussières positives, soutenues, en trend following, dans des canaux haussiers, qui réussissent bien, qui ont leur chiffre d'affaires qui monte, qui sont des boîtes encore d'avenir, qui font du résultat net, etc., là, on est aux antipodes. C'est l'inverse. Pour le moment, j'ai bien dit. Ensuite, Globally Online au Nasdaq, bah là, c'est ce qu'on voudrait voir en France sur des introductions. Une boîte qui s'introduit, c'est une boîte israélienne, me semble-t-il, Globally Online. Et dès le départ, on casse des plus hauts, et on casse des plus hauts, et on casse des plus hauts, et il y a du volume, et on rentre en trend following direct, et on fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, et voilà. Bah, ça, c'est un dossier qui potentiellement promet, qui est apprécié du marché, qui ne s'est peut-être pas introduit trop haut, parce qu'en France, souvent, c'est on va se séparer de la patate chaude, on a fait du private equity, et puis ça y est, notre boîte a fait x20 depuis sa création. Hop là, on va la coter en bourse, comme ça, on va en sortir 40%, on va encaisser les bénéfices, et puis c'est les actionnaires français qui vont rentrer et qui vont se prendre la paume pendant quelques années, avant qu'éventuellement, au bout de 2, 5, 7 ans, on ait une recovery, qu'on ait une forte croissance de nouveau, et qu'on casse des plus hauts historiques et qu'on valide des GLB. Donc vous voyez, il y a des valeurs à l'étranger, notamment aux US, où direct sur les premiers jours, premières semaines, on casse des plus hauts, on rentre en trend following ou en GLB. Là-dessus, pas de souci. Mais faire que des intros françaises, aller n'importe lesquelles, hein. Ça c'est Hydrogène de France, HDF, c'est toutes les mêmes. Elles se sont cotées au mois de juin avec un CAC pratiquement, donc un CAC normal sur ses plus hauts historiques, presque ses plus hauts de l'an 2000. Après une vague haussière énorme, il n'y a plus de flux sur les small caps, il n'y a plus d'investisseurs sur les small caps, il n'y a plus de flux entrants, les gérants sont en vacances. Et les big caps continuent de monter, les small caps végètent ou baissent. Du coup, les introductions boursières, c'est le queue de peloton des small caps parce qu'il n'y a encore personne dessus, pas de volatilité de signaux et de conseillers dessus, ni de courtiers dessus. Donc ça végète et ça peut végéter des jours, des semaines, des mois. Surtout que, comme je vous le disais à l'instant, certaines d'entre elles seront super valorisées. Hydrogène de France, on se dit, ouais, l'hydrogène, c'est l'avenir. Moi j'ai des proches. T'as vu Nicolas, l'hydrogène, tu connais McPhee? McPhee, c'est l'avenir. Ah bah oui les gars, McPhee je connais, oui, on en a parlé l'année dernière, elle a fait 4,40 et puis maintenant que tout le monde en parle, elle vient de faire 46 parce qu'il n'y a pas de croissance et un bénéfice net qui est supérieur, une perte qui est supérieure de 8 millions de mémoire au chiffre d'affaires qui est de 5 millions. Donc ok, l'hydrogène c'est peut-être l'avenir, mais ensuite quid des valorisations? Alors ici aussi, un peu comme Believe, baisse puis réaction positive. Voilà, donc peut-être un arrêt de la baisse. Simplement, ça coûte rien d'attendre encore une fois ici la GLB, la cassure du plus haut historique qui correspond à l'introduction, pour constater par A plus B qu'un mouvement haussier se met en face et vouloir y participer. Parce que si pas de mouvement haussier, c'est baisse ou latéralisation. Donc perte de temps. Donc immobilisation de votre capital. Ce serait bête. Ensuite, Omer DQGIS. Alors là, j'avais même pas regardé ce que c'était et que je m'en excuse. J'en ai regardé beaucoup, spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques à destination des consommateurs européens, présents de la chaîne de valeur de la production à l'importation. Ok. Donc c'est pour nous faire manger des mangues à 12 balles. Oh, je suis méchant, mais... qu'est-ce que ça donne la croissance sur ce dossier? Ça donne une croissance relativement faible. Elle est là. Simplement,
Quand on a regardé certaines valeurs précédemment, qui ont 8, 10, 15, 20% de croissance annuelle, ici on est entre 5 et 10. Voilà. Et on n'a pas les chiffres 2021-2022. Donc c'est difficile de se faire une idée. Donc la seule chose qu'on peut faire ici, c'est creuser le dossier, regarder les différentes publications, puis jeter un œil sur le graphe. Et là, force est de constater que c'est moins pire que les autres. Bon, c'est totalement illiquide. Il y a 15 000 euros d'échangés ce jour-là. Et mon but, mon rôle n'est absolument pas de vous envoyer sur des trucs illiquides, mais ici de bien me concentrer sur l'aspect configuration. Ça s'est introduit à 7,50. On avait une GLB à 7,70. On l'a cassé. Et depuis, ça monte petit à petit. Et il y a un peu de volume. Donc, pour l'instant, on a une GLB, un début de trend following. Donc pour l'instant, c'est plus joli qu'Aramis, c'est plus joli que Believe, c'est bien plus joli qu'Energy, c'est plus joli que Hydrogène de France. Ensuite, on a Spartoo. Donc c'est bizarre, hein, puisque sur d'autres valeurs où on pourrait avoir une croissance forte et une rentabilité à terme, on n'a pas de hausse du titre, alors que là, on a une moindre croissance, mais une rentabilité déjà là, et un titre qui monte. Spartoo, c'est peut-être la pire en termes de faible volatilité, de moindre profondeur du marché, distribution en ligne de chaussures, de vêtements, de produits de maroquinerie. On a envie en fait de surfer sur la vague des marques de fringues qui ont explosé ces dernières années, enfin ces derniers trimestres post-Covid. Mais voilà, c'est de l'ultra mini titre extrêmement peu liquide. Aujourd'hui, ça passe de 6,60 à 6,40 en quelques titres échangés. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas lui laisser quelques semaines de cotation pour prendre la mesure? Voilà. Et puis on va finir par Step. Et Step, c'est encore un exemple aux États-Unis, Stepstone. Pour vous montrer ce que c'est qu'une belle intro. Une belle intro, c'est une fluctuation horizontale quelques jours, rapidement à nouveau plus haut, une accélération haussière qui enfonce le clou, le pullback sur la GLB. Ici, on est revenu sur le niveau, testé une fois, deux fois, trois fois, donc un superbe niveau d'entrée. Et puis ensuite, encore un nouveau plus haut annuel historique. Le tout appuyé sur des niveaux clés par des volumes. Donc, on s'introduit, ça monte, ça GLBise. Et ensuite, on a une MM200 qui commence à apparaître, qui est haussière, et des cours qui font des plus hauts de plus en plus haut et qui cassent même encore une fois leur plus haut après quelques mois de cotation. Ça, c'est le schéma qui nous intéresse. D'accord ? Ça, c'est le schéma qui nous intéresse pas du tout, au contraire. Après, je suis persuadé qu'en tapant bien sur Energysm, elle va prendre 10% la semaine prochaine, et quand elle me dit « Ah, t'as vu, Energysm, elle monte alors que t'avais dit que ça ne monterait pas ». Alors, il y a ceux qui vont retenir que Nicolas Chéron vous apprend des bêtises, qu'il fallait acheter Energysm malgré le fait qu'elle soit baissière, malgré le fait qu'elle ait été divisée par 4, parce que soi-disant elle était pas chère et que c'est l'avenir. Et il y a ceux qui constateront par le nombre d'exemples au fil de mes émissions depuis 10 ans, qu'en achetant des valeurs qui font des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, on gagne beaucoup plus d'argent qu'en achetant des valeurs qui font des plus bas de plus en plus bas. Et ce sera la conclusion du jour. Voilà, je vous souhaite à tous un bon mois d'août, des bonnes vacances pour ceux qui en prennent, un peu plus de soleil qu'aujourd'hui. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos portefeuilles, petit toilettage peut-être de votre portefeuille avant de repartir en septembre-octobre. Avoir un peu de cash pour profiter d'un éventuel trou d'air en septembre-octobre selon cette saisonnalité. Et puis je vous souhaite le meilleur, une bonne journée, une bonne semaine et à très vite. Au revoir.